bonjour. D'abord, je suis très fier de pouvoir parler d'Ethicable devant vous. C'est un honneur et c'est aussi un plaisir. Alors, je vais vous parler du commerce équitable et je vais vous parler un peu de notre aventure, mais avant de vous donner des cas concrets, je vais vous parler un peu de ce qui nous a motivés au départ. Alors, le démarrage d'Ethicable, c'était essentiellement un constat. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir pourquoi les producteurs dans le monde font partie des plus pauvres. Les chiffres sont incontestables. Vous avez à peu près 1,4 milliard de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Seuil de pauvreté, 1,25 $. Traduit en euros, c'est 1 euro. Parmi ces 1,4 milliard, vous avez plus de 800 millions de producteurs qui sont parmi les plus pauvres et qui ne vivent pas de leur travail. C'est quand même très étonnant de se dire pourquoi les gens qui nourrissent la planète sont les premiers plus pauvres au monde. Et on s'est posé cette question pendant longtemps et on a essayé de trouver des réponses. La première réponse, c'était de se dire, est-ce qu'ils ne savent pas travailler? Ils ne savent pas peut-être faire de l'agriculture? Non, puisqu'ils nourrissent le reste de la population, ils savent faire. Ce n'est pas un problème de compétences ni de savoir-faire. La deuxième question, est-ce que c'est un manque de terre? Est-ce qu'ils n'ont pas les moyens? Non, puisqu'aujourd'hui on sait que les terres arables sont encore suffisamment importantes pour pouvoir nourrir la planète. Peut-être que ce ne sera pas vrai demain, mais c'est encore vrai aujourd'hui. Et puis la troisième question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'ils produisent suffisamment? Alors aujourd'hui on sait, tous les agronomes qui travaillent sur la question depuis longtemps savent que la petite agriculture paysanne est capable de nourrir la planète, est capable de nourrir même une population qui serait en progression de 10 à 15% dans les prochaines années. Donc c'est pas un problème de quantité non plus. Donc c'était pas facile, on n'avait pas trouvé le bon départ. La deuxième question qu'on s'est dit, si c'est pas un problème de production, c'est peut-être un problème de consommation. Le problème de consommation, il est difficile à régler. Les gens ont des besoins vitaux, ils ont des envies, ils ont des attentes. Il y a un marché, en fonction des continents, c'est très différent. On se dit, on ne va pas prendre le problème du côté de la consommation, on va prendre le problème entre la production et la consommation, c'est-à-dire l'échange. On se dit, là, vraiment, sur cette relation qu'il y a entre la production et la consommation, il y a une relation qui ne fonctionne pas bien. On est parti du concept d'échange et on se dit, l'échange, il est de trois natures. Il y a une partie accès à l'échange. Est-ce que les producteurs ont accès au marché? Il y a une partie nature de l'échange. Est-ce que le produit qu'ils vendent ou le produit qu'on achète est de telle sorte qu'ils puissent en vivre correctement? Puis la troisième partie, c'est les conditions. Est-ce que les conditions de l'échange sont satisfaisantes pour que les producteurs puissent en vivre correctement? Le constat, évidemment, c'est que dans ces trois cas, aujourd'hui, puisque la majeure partie des plus pauvres sont des producteurs, ces trois termes de l'échange ne sont pas opérationnels. En approfondissant le premier terme, la partie accès, tout de suite on identifie les problèmes. Quand on travaille avec des petits producteurs, il y a un problème d'isolement. Les gens sont à la campagne, c'est des producteurs, ça on ne peut rien y faire, c'est comme ça, ils sont loin des centres de production industrielle, ils sont loin des villes, souvent, ils sont loin des ports, ils sont disséminés, atomisés. On a affaire à des petites exploitations, des gens qui ont entre 0,5 hectares et 2-3 hectares. Ils sont nombreux, pas forcément toujours organisés, en tout cas pas suffisamment. Et donc c'est un des problèmes. L'autre problème, c'est bien sûr leur organisation dans la filière. Ils sont souvent dépendants d'intermédiaires, souvent des collecteurs, pour les matières premières comme le café, le cacao, mais comme la vanille, les épices aussi, souvent on fait appel à des collecteurs, et puis aussi aux exportateurs qui ont une fonction en général de pivot sur la filière et qui maîtrisent parfaitement l'aval et parfaitement l'amont. Donc les petits producteurs sont isolés et rencontrent des obstacles dans leur notion d'échange. La deuxième terme, c'est la nature de l'échange. Alors, la nature de l'échange, qu'est-ce que les producteurs peuvent vendre? Aujourd'hui, les petits producteurs vendent
souvent des produits bruts, de la matière première, peu transformée, pas assez transformée, et ils ont une contrepartie qui n'est pas fixée par eux. Souvent, le petit producteur de café du Pérou a une notion de prix qui est fixée soit à New York, soit à Londres. C'est quand même étonnant pour quelqu'un qui fabrique du café d'avoir un prix qui est déterminé dans un bureau à l'autre bout du monde. Il ne connaît pas ces règles, il ne maîtrise pas les mécanismes de prix, et donc pour lui c'est un problème de fond, comment produire correctement et avec envie quand la notion de prix qu'on va obtenir n'est absolument pas maîtrisée. Et puis les conditions, donc la troisième partie, la condition de l'échange, c'est comment se passe, c'est la manière dont va se passer l'échange. Alors on revient sur cette notion de prix. Le prix fixé sans compréhension par les producteurs sur un prix de marché, hein, en dehors de tout lien avec le coût de production. Tout à l'heure, ce matin, un des intervenants a évoqué ce sujet-là. C'est très, très, très clair. Quand vous vendez un produit en dessous du coût de production, des éléments de prix que vous avez dépensés pour le produire, si vous ne récupérez pas au moins autant, eh ben vous appauvrissez. Si c'est important, vous n'avez pas de rémunération, donc pas de rémunération pour votre travail, mais vous pouvez aussi piocher un peu dans l'environnement, dans la nature, donc on déforeste un peu plus pour pouvoir produire plus, donc on va avoir un impact négatif sur l'environnement. L'agriculture, c'est comme pratiquement toutes les activités de production, ça a besoin de financement. Pour produire et pour vendre un paquet de café, un sac de café, il faut avoir d'abord planté l'arbre, ensuite il faut avoir collecté les cerises, les avoir dépulpées et les avoir fait fermenter dans certains cas, les sécher. Donc tout ça, ça a un coût. Quand vous faites de la collecte de café, il faut payer les membres de la famille ou du village qui viennent vous aider à accueillir le café. Il faut le faire assez vite, parce que la période de maturation pour que le café soit de qualité est très courte. Donc on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre à un certain moment. Donc on a besoin d'argent pour rémunérer cette main-d'œuvre. Et puis après, le troisième élément dans les conditions de l'échange, c'est la durée. L'agriculture, c'est un des métiers dans le monde dans lequel on vit en permanente instabilité. On produit une année, on vend ou on ne vend pas en fonction de la demande. On n'a pas de programme triennal, on n'a pas de programme quinquennal. On a une production, dans certains cas la météo s'y met et donc la production n'arrive même pas à son terme. Et puis on a des acheteurs, les acheteurs viennent une année, ils viennent chez votre voisin le lendemain, et puis ils viennent sur un autre continent parce qu'on s'aperçoit que c'est un peu moins cher l'année suivante. On n'a aucune visibilité sur le moyen terme. Comment mettre en place un outil de production quand vous avez une échéance à 6 mois ou à 1 an? Impossible. Donc du coup, on s'est dit, il faut qu'on change de paradigme. Alors comme de temps en temps, on essaye de faire sérieux, enfin on s'amuse, on s'est dit, on va passer du concept de maximisation des profits, sous contrainte de prix, sur un autre concept qui va être maximisation du développement sous contrainte de coopération. Alors, ça, c'est un petit peu des grands mots pour détendre l'atmosphère. On passe d'un commerce... Alors, de là, on se dit changer le paradigme. L'intitulé de la réunion, de la conférence, c'était le commerce éthique et solidaire. Alors quand j'ai reçu ce sujet, j'ai dit, moi, c'est pas possible, je ne fais pas de commerce éthique, je fais du commerce équitable. Donc je ne peux pas répondre à la question que vous me posez. Alors du coup, on m'a dit, c'est pas grave, il faut quand même en parler 5 minutes et puis tu expliques la différence. Donc, ce que je fais. Commerce éthique, un commerce qui vise à respecter les conditions minimales reconnues par les institutions internationales comme l'OIT, les Nations Unies ou l'OMS sur les conditions d'hygiène. Dans le commerce, bon, si c'est les conditions minimales reconnues par tout le monde, c'est normal de les respecter. Donc ça n'apporte pas de plus de dire il faut faire du commerce éthique. C'est normal, c'est le prérequis. Donc nous, on considère que le commerce éthique, ça devrait s'appliquer à tout le monde, ça devrait être présent partout. Donc on ne fait pas du commerce éthique. On fait bien du commerce équitable, et un commerce équitable engagé.
Et alors maintenant, je vais rentrer plus dans la pratique, comment on fait tous les jours, nous, Ethicables, pour réussir ce challenge. Donc, je vais vous présenter Ethicables et ensuite l'exemple de 3 filières sur lesquelles on travaille, qui sont la filière cacao, la filière sucre et la filière litchi. Alors d'abord, qui sommes-nous? Nous sommes une entreprise coopérative, une SCOP. Nous sommes 60 salariés. Sur ces 60 salariés, il y a 55 sociétaires. Donc l'entreprise appartient aux personnes qui travaillent à l'intérieur de l'entreprise. L'outil de travail est la propriété des gens qui construisent l'entreprise. On travaille avec 49 partenaires du Sud et du Nord maintenant, 49 organisations de producteurs, dont la France, puisque depuis 1 an et demi, on a décidé d'essayer de travailler avec des petits agriculteurs français qui sont dans une situation compliquée. On est présent dans 25 pays. On a une centaine de produits d'épicerie en linéaire dans les magasins français, magasins de la grande et moyenne distribution en France, en Belgique et en Allemagne, en Hollande aussi, et maintenant un petit peu en Espagne. Et on fait un chiffre d'affaires grosso modo de 14 millions, 13 millions 5 l'année dernière en 2011. Depuis la création d'Ethicables il y a 10 ans, on a vendu 60 millions de produits. Voilà, on est un épicier. On est des épiciers équitables. Quel est le fond de ce métier d'épicier équitable? On s'est dit, tout le monde à l'école et tout le monde, tous les marketing disent, il faut, pour lancer un produit sur le marché de la grande consommation, il faut étudier la demande, trouver la demande qui n'est pas satisfaite et puis se mettre dans ce petit espace et puis faire un produit. Eh ben nous, on fait pas pareil. Nous, on fait l'opposé. Nous, on travaille d'abord avec une communauté, des organisations de producteurs, dans un contexte socio-économique, dans 25 pays donc. On essaye de comprendre ce contexte, on essaye d'analyser les problèmes, et puis on identifie les savoir-faire de ces personnes, de ces producteurs. Une fois qu'on a fait ce premier travail, on se dit qu'il faut faire un projet pour faire émerger cette dynamique, ce projet. Et donc, à chaque fois qu'on travaille avec un partenaire, on commence d'abord par faire un diagnostic, se connaître mutuellement, puisque nos partenaires aussi apprennent à nous connaître, apprennent à savoir ce qu'on attend, comment on fonctionne, et réciproquement. Donc c'est le début de l'échange. Et derrière chacun des produits qu'on va commercialiser, il va y avoir un projet. Un projet mené par la coopérative ou l'organisation de producteurs, un projet mené pour le développement de la coopérative, et Ethicables va venir en appui de ce projet et va s'occuper de la commercialisation au nord. Mais pas uniquement, puisque les producteurs, dans certains cas, commercialisent le même produit dans leur pays. Ça fait partie aussi des choses qu'on demande, qu'on souhaite, c'est que les producteurs puissent commercialiser une partie de la production sur leur zone d'activité ou dans le pays. Et alors, pour éclairer un peu tout ça, je vais prendre 3 filières, 3 cas, et puis je vais revenir sur l'approche que j'ai eue au tout début, qui était peut-être un petit peu théorique, sur l'échange, l'accès à l'échange, la nature de l'échange et les conditions de l'échange. Mais je vais vous illustrer ces 3 étapes sur 3 projets qu'on a vécu, qu'on mène depuis quelque temps. Le premier, un cacao, une fève de cacao. Alors là, vous avez une tablette de Madagascar, mais je vais vous parler d'Haïti. Je me suis pas bien réveillé ce matin, j'ai pas pris les bonnes tablettes, mais la problématique est assez similaire, même s'il y a des petites différences. En Haïti, petite production de cacao historique, un cacao tout venant, peu de fermentation, pas de fermentation, acheté par des négociants, des commerçants en lien avec l'industrie américaine. On achète pas cher, on envoie pour l'industrie de la confiserie, et puis voilà, ça fonctionnait comme ça, sans vraiment fonctionner, puisque la cacaoyère a vieilli, de moins en moins de cacaoyers, la production diminuait. Bon, rien de très fulgurant sur cette filière cacao.
quand on est intervenu, on est parti là-bas, on s'est aperçu que les cacaoyers qui existaient encore, ceux qui existaient encore, étaient des variétés traditionnelles, avec des qualités gustatives sur les fèves très particulières. Donc on a fait un travail avec les producteurs sur comment valoriser ce cacao fin. On a appuyé ces producteurs à fermenter le cacao, chose qu'ils ne faisaient pas. Donc on a fait faire un saut technologique aux producteurs pour pouvoir transformer un cacao tout venant en un cacao fin. Donc appui technique sur la fermentation, sur le séchage, et puis appui technique sur l'exportation. Le cadre de la coopérative a été formé par un autre partenaire péruvien qu'on a envoyé là-bas pour faire les procédures d'exportation. Donc ils se sont mis aussi à exporter tout seuls. Donc là, dans ce cas-là, l'accès au marché, il est évident. On a changé de destination à un produit, la grande industrie de la confiserie, où on valorise très peu le cacao, vers des marchés de cacao fin, avec un appui technique pour pouvoir l'exporter directement sans passer par les intermédiaires. La valeur ajoutée ainsi créée se répartit entre les producteurs et Etikable, bien sûr, qui est de l'autre côté de la barrière. Alors, la valeur ajoutée se répartit, vous comprenez bien que pour faire ça, il faut aussi mettre beaucoup d'investissements, des préfinancements, de l'appui technique. Donc la valeur ajoutée, c'est investi, la part de la valeur ajoutée qui était chez Etikable, c'est investi essentiellement dans la construction de ce projet. 3 ans après, quand Marcolini, ce fameux chocolatier, s'est mis à faire de la publicité de son chocolat Haïti devant tout le monde dans toute la presse, et les producteurs et nous étions très fiers d'avoir fait ce qu'on avait fait. Le deuxième projet, qui est aussi un projet intéressant sur la nature, la nature de l'échange. Comment faire pour donner du contenu à l'échange? On ne veut pas vendre uniquement une matière première contre un prix, on veut vendre autre chose. Le cas du sucre complet. Alors, le sucre complet, c'est une culture de diversification au nord du Pérou, dans la zone de caféière de Sepi Café, donc du côté de Piura. Les producteurs sont des producteurs de moyenne altitude, un café aussi assez moyenne gamme. Donc après un travail important de l'organisation, ils avaient réussi à commercialiser correctement leur café, mais ce n'était pas suffisant pour les populations. On travaille avec eux sur le projet de sucre, donc de canne à sucre. Chaque producteur avait quelques cannes à sucre sur sa parcelle et avait une méthode traditionnelle de transformation. Donc presser avec des pressoirs simples de presser, on presse le jus, on fait évaporer l'eau, on a de la poudre de sucre, et puis c'était pour la consommation de tous les jours. En partant de ce projet-là, en appuyant et en construisant des petits ateliers un tout petit peu plus perfectionnés, 4 au début, on est passé du stade traditionnel au stade artisanal. Et on sort un sucre complet qui est exporté en France et en Italie et qui, au fil des années, rencontre un marché, se développe énormément. On a commencé en 2003 avec 5 tonnes de sucre, on pensait en avoir pour l'année. Et aujourd'hui, on importe à peu près 15 tonnes par mois, et les Italiens un petit peu plus que ça. Donc à peu près 600 tonnes de sucre complet sont exportées maintenant tous les ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2003, où on avait ces petits ateliers, ces 4 petits ateliers en montagne? Eh ben, il y a eu une vingtaine d'ateliers, une petite usine d'ensachage. Le produit arrive maintenant complètement fini en France et en Italie, et toute la valeur ajoutée est faite sur place. Le contenu de l'échange est passé d'un produit de diversification à un produit fini, vendu dans des quantités, bon, ça n'a rien à voir avec une multinationale du sucre, mais quand même, pour une organisation de producteurs, de 3000 petits producteurs, c'est quand même significatif. Et puis, le dernier projet que je veux vous présenter, c'est ce projet Litchi, Madagascar, coopérative de Fanoana. L'économie de la litchi est très, très particulière. On a une production par an. La campagne dure entre 1 et 4 semaines. 1 ou 2 bateaux viennent à cette période-là pour prendre la litchi en frais et l'envoyer en Europe.
La litchi que vous connaissez bien au moment de Noël, que vous achetez dans les supermarchés, elle vient essentiellement de Madagascar, fait par des petits producteurs. Si vous ne vendez pas votre litchi au bon exportateur au moment où le bateau va arriver, si le bateau est parti, votre litchi qui valait 5 vaut 0. Donc vous avez perdu la totalité de la valeur de votre récolte. Alors, bien sûr, ils prévendent, ils s'organisent avec l'exportateur et ils disent « je vais te vendre moi ma litchi ». Donc l'exportateur lui dit « pas de problème, je vais te l'acheter, mais comme vous êtes tous à vouloir me vendre la litchi, ben, je vais te l'acheter 2 ». Et puis, plus le bateau arrive, plus les gens se précipitent pour pouvoir vendre, et puis le prix baisse, et en fin de compte, des belles litchis qui pourraient être vendues 5, et ben elles sont vendues entre 1 et 2, et dans certains cas, elles ne sont pas vendues du tout. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on va décaler la valorisation du produit frais, impossible à faire mieux. On va décaler la production, on va faire transformer sur place les litchis pour en faire de la pulpe, et pouvoir après l'utiliser tout au long de l'année sur soit des compotes, soit des desserts de fruits, soit des jus. Et grâce à ça, les producteurs de litchi qui avaient un revenu monétaire d'une manière très ponctuelle quand ils en avaient, arrivent maintenant à avoir un revenu monétaire d'une manière régulière et fiable. D'autant plus que maintenant ils se sont mis à travailler avec l'industriel qui transforme la pulpe et ils ont le projet de construire leur propre usine de dépulpage sur place. Donc ça aussi, c'est dans la chaîne de valeur un projet de commerce équitable réussi. Voilà, alors c'est des micro-projets. On n'a pas la vocation à changer le monde, mais on a la vocation à présenter ces projets aux uns et aux autres et à inspirer la copie. Hein. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'on est très content quand un grand chocolatier fait la vente d'un chocolat, et ben c'est aussi un succès, c'est un succès de notre modèle. Alors bien sûr, il faut que ça fonctionne. Nous-mêmes, on a besoin de vivre et d'entretenir la machine. Donc nos produits sont vendus et sont vendus en grande distribution et on essaye de faire partager à nos consommateurs nos engagements. Alors maintenant, vous voyez le nouveau design de nos tablettes où on s'engage et on fait partager aux consommateurs le projet qui est derrière chacun des produits. Et chacun de nos produit a un projet différent qui est expliqué sur le facing du produit. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté.